Et voilà, c'est bon, on veut écouter. Bonjour à tous. Le texte que nous allons analyser est un article intitulé La bibliothèque des voix, un objet esthétique non identifié, réalisé par Fanny Mason et paru dans la revue Sociologie de l'art en 2005. Fanny Mason est une doctorante chercheuse du laboratoire Centre d'études linguistiques des textes et des discours de l'Université de Metz. Elle a soutenu sa thèse en langue et littérature française en 2007, intitulée L'édition féministe en quête de légitimité, capital militant, capital symbolique, dans laquelle elle aborde le concept du champ éditorial introduit par Pierre Bourdieu. On voit donc par là qu'elle s'intéresse fortement à la cause des femmes et notamment leur place dans le réseau littéraire. La revue scientifique Sociologie de l'art est une revue internationale des sciences humaines et sociales des éditions Lamartine, parue en 2002 et dirigée par l'association des amis de la revue Sociologie de l'art Opus, qui est elle-même sous la direction de Jacques Léhart. Le groupe Opus est un réseau de recherche internationale visant à construire une coopération scientifique interdisciplinaire sur l'art. En d'autres termes, permettre d'un point de vue sociologique le dialogue entre l'art et d'autres disciplines. L'article est paru dans le numéro 7, intitulé Littérature, fiction réelle, composé de 220 pages. L'objet d'étude présenté est la Bibliothèque des voix, qui est la première collection française de livres audio dédiée aux femmes et minorités. Elle a été créée en 1980 par Antoinette Fouque, militante du MLF, Mouvement de libération des femmes, qui, dans sa quête de recherche égalitaire dans l'expression artistique, dédie une place spéciale aux femmes en créant d'abord la maison d'édition, Édition des femmes, en 1972, puis la collection La Bibliothèque des voix. Fanny Mason a construit cet article sur la base de 7 entretiens réalisés autour de la collection La Bibliothèque des voix, dans le but de comprendre la création initiale de la maison d'édition et les démarches qu'elle a adoptées pour favoriser et accroître l'utilisation ainsi que la consommation du livre cassette et en permettre l'accès à une classe populaire. L'auditrice aborde donc les origines de la collection et son développement en partant de la création de cet espace donnant place au livre cassette. Fouque aborde donc toutes les raisons qui l'ont poussé à la création d'un tel espace, ainsi que les techniques de marchandisation du nouveau format proposé, son impact auprès du public et les résistances auxquelles il s'est vu confronté. Ainsi, l'article se compose d'un résumé et d'une introduction, suivi d'un développement en 3 parties, à savoir d'une part l'élargissement des supports d'édition, dans laquelle Antoinette Fouque présente les fondements de la maison d'édition, ensuite un objet esthétique global, à partir dans lequel elle présente le projet théorique initial de la maison d'édition, puis le résultat concret qui en a découlé. Et enfin, Mason s'interroge sur la question d'un produit dérivé ou objet esthétique, c'est-à-dire l'objet et sa rencontre avec le public, auquel l'auditrice répond en faisant part de la portée de la réception et la médiatisation culturelle du livre audio, en s'appuyant notamment sur des sources littéraires connues du grand public, comme la mention de textes classiques. Puis Mason conclut son article sur un constat de la sociologue Nathalie Hennig en le désignant comme outil qui informe. Par le biais de cette enquête, l'autrice ouvre la voie sur la pluralité culturelle et générationnelle, cette idée de réconcilier une culture traditionnelle, dont l'imprimerie par exemple, à une culture moderne qui serait ici l'audiovisuel, et sur l'interrelation des arts ainsi que la controverse à l'égard de ce nouvel objet esthétique considéré comme dénaturalisé par certains, et surtout sur l'importance qu'il y avait à cette période-là où le mouvement féministe était en pleine institutionnalisation d'instaurer un espace pleinement consacré aux femmes. Au cours de cette analyse, nous allons donc mentionner les motivations comme la quête de légitimité et les procédés mis en place, donc moyens de création de la collection, les outils dont les commerciaux, avec notamment le mélange des arts qui par le biais d'une pluralité artistique favoriserait ou inciterait la consommation du produit en question et donc favoriserait la réception par le public. Tout cela combiné à des stratégies de merchandising afin de rendre le produit davantage attrayant pour le consommateur. Enfin, toutes ces méthodes nous servent à essayer de dégager les éventuels problèmes que présente l'enquête réalisée en soulignant les limites qui se dégagent de l'article. Ainsi, nous pouvons nous demander de quelle manière le processus de création d'un objet esthétique met en avant l'importance de la voix dans l'accès au sens caché d'une œuvre et plus particulièrement à une culture dite savante pour les minorités. Nous allons procéder donc par une analyse en 3 axes. Tout d'abord, nous verrons la création de l'objet esthétique en lui-même, en abordant ses origines et les moyens de démocratisation mis en place.
puis la réception, faisant ressortir la corrélation entre usage et sens, en nous interrogeant sur la soutenabilité du produit. Et enfin, nous soulignerons les aspects positifs et négatifs de l'enquête. Tout d'abord, Antoinette Fouque présente la collection La Bibliothèque des Voix comme nouvel objet esthétique qui soulève la question de la différence entre l'écrit et l'oral comme un problème d'accès à la culture dominante, qui serait réservée aux hommes, et donc l'acquisition des savoirs leur aurait été jusque-là aussi réservée. Donc les principales motivations qui l'ont poussé à créer l'édition ont été cette volonté d'une part de donner une place spéciale aux femmes qui jusque-là avaient été mises à l'écart en leur permettant d'accéder à un certain capital culturel, et d'autre part de redonner voix au texte. D'un côté, elle cherche par le procédé vocal à redonner une légitimité à la maison d'édition. Je cite: « Ce principe théorique vient légitimer le dispositif éditorial dans une période où le féminisme s'essouffle suite aux batailles que se livrent les deux tendances principales du mouvement des femmes. » Page 22. La recherche de légitimité culturelle nous renvoie forcément au concept de Bourdieu, qui le définit comme des goûts étant socialement déterminés et non pas naturels, et que seuls les individus ayant un niveau d'études élevé pourraient apprécier. Ici, elle s'oppose justement à ce principe, ce qui appuie le fait qu'elle doit faire du livre-cassette un objet diversifié et accessible à tous dans sa quête de légitimité éditoriale. D'autre part, elle souligne une réalité concernant le contexte interne difficile que traverse le mouvement féministe, entre l'opposition radicale et réformiste, lui enlevant de sa crédibilité, et la collection en elle-même, présidée par une militante du MLF, Parti féministe radical, ne connaîtra pas un grand succès au début. C'est pourquoi, face aux problèmes que rencontre l'éditrice dans la réception de sa création esthétique, elle optera pour une politique plus adaptée qui consiste à créer une collection plus large qui engloberait les analphabètes également. Elle prend l'exemple, pour s'appuyer là-dessus, de sa mère qui, n'ayant pas été scolarisée, a pu tout de même accéder à un patrimoine culturel par le biais du cinéma, donc une sorte d'ascension sociale par la culture et non par l'éducation institutionnelle. En ce qui s'agit des moyens mis en place pour le démocratiser, on peut en ce sens parler du mélange des arts et des techniques de merchandising, en soulignant les politiques de démocratisation culturelle mises en place, qui ont favorisé l'accès de cet objet esthétique à un public qui n'avait pas eu l'opportunité d'être instruit de manière protocolaire, et rejoignent donc la théorie du choc culturel d'André Malraux, comme quoi tout le monde peut être transformé de la même manière, quelle que soit son origine sociale. L'objectif de la collection est donc de donner la possibilité aux minorités invisibilisées par la société d'accéder à une ascension sociale par la culture. Je cite: « La collection, en s'adressant aussi aux analphabètes, se place dans la politique d'État de la culture pour tous. L'entrée d'auteurs non marqués d'une tendance féminine ou féministe signale l'apaisement radicalisé dans les critères de sélection. » Page 23-24. Ainsi, proposant un objet nouveau et accessible à tous, elle permet de le diffuser et de favoriser sa réception. À cela s'ajoutent les moyens plastiques employés. Je cite: « L'introduction dans le catalogue d'acteurs, de comédiens, d'hommes et de textes classiques participe d'une quête de légitimité littéraire et artistique qui passe par l'assouplissement des principes initiaux. » Page 23. Ceci implique l'interdisciplinarité des arts, mélangeant voix, musique, interprétation théâtrale de personnalités publiques, lecture de textes classiques, etc., et se présente comme une technique de marchandisation, mais aussi de revendication face à une culture élitiste. Néanmoins, ça reste un produit initialement dédié aux femmes, et le caractère antipatriarcal d'Antoinette Fouque se ressent caché derrière ces techniques de marchandisation, car elle affirme « Le rapport de l'oral à l'écrit est le fruit d'un mouvement d'appropriation et de capitalisation, car l'écrivain puise dans la tradition populaire pour s'approprier la parole et la capitaliser. » De cette manière, elle dénonce le capital culturel privé de la classe dominante qui s'approprie les discours, mais aussi elle met en avant l'invisibilité de la littérature féminine qui serait dérobée par les hommes. L'objectif est donc de restituer la voix qui a été volée. De plus, le livre-cassette se présente comme un nouvel outil technologique, car l'éditrice affirme: « Dans les années 1990, les livres-cassettes sont intégrés à la génération des NTIC, page 22, ce qui montre aussi l'essor du progrès technique qui caractérise entre autres le XXe siècle. » Du côté de la réception par le public, on peut se référer à la corrélation entre usage et sens.
De ce fait, on peut s'interroger sur l'efficacité de la réception. L'objectif mis en avant dans l'article est d'inciter la classe populaire à se cultiver davantage en proposant un outil plus facile d'utilisation qui peut alors se combiner à d'autres tâches quotidiennes, donc accroître la productivité des individus, leur permettant d'adopter dans leur vie un statut multitâche sans leur faire perdre du temps, perdre entre guillemets bien sûr, du temps à la lecture papier d'un ouvrage. Tant qu'ils pourraient consacrer à une tâche obligatoire de nature personnelle, travail ou domestique. Donc leur choix serait en hypothèse rapidement fait et leur consommation littéraire classique n'en serait que réduite, ce qui présenterait le risque qu'à postérité, la lecture du livre manuscrit perde son public. On remarque que l'autorité du produit culturel, donc le sens, est mixte du fait qu'il y a le message, la vision de l'auteur et l'interprétation faite par le récepteur. Cependant, chaque récepteur n'aura pas la même interprétation, ni la même que celle de l'auteur, et également en fonction des époques, du point de vue générationnel, ne percevra pas ni recevra le message de la même manière. Et à mon avis, la voix matricielle peut elle aussi modifier le message et changer l'interprétation faite du contenu, ce qui peut être positif comme négatif. L'article fait part de multiples réalités sociales et de classe, ainsi que de luttes et des marches engagées pour faciliter l'accès à la culture des femmes et des minorités en général. Nous pouvons donc en déduire qu'en effet, il y a eu une évolution depuis la naissance du mouvement féministe au milieu du XIXe siècle, jusqu'alors invisibilisé, car il a pu avoir accès à des ressources et possibilités dont il ne pouvait pas jouir avant. Du côté de la réception, on peut voir que la collection fait face à des difficultés. Je cite. Ayant rencontré des problèmes d'implantation liés à la nouveauté de l'objet, mais aussi à la résistance des libraires comme d'un pan du public, la Bibliothèque des Voix, comme toutes les autres formes plastiques, a eu ses défenseurs et ses détraqueurs qui la considéraient tantôt comme une œuvre d'art, tantôt comme un produit dérivé. Page 35. On comprend par là que ceux qui sont contre la Bibliothèque des Voix ne la considèrent pas comme une œuvre dérivée, conditionnée par le livre, mais bien comme un produit, ce qui implique l'entrée en jeu du facteur commercial qui cherche à se vendre par sa notoriété, qui, elle, est permise par la lecture de comédiens connus, par exemple. En outre, les problèmes liés à la réception de l'objet sont que pour certains, tout est blanc ou noir. Si on fait une chose semblable à une autre ou qui nous apportera le même fond, en ce sens je parle de la forme et du fond d'un texte. Il n'y a pas d'intérêt à faire cette première tâche qui implique plus de contraintes, donc on le remplacera par facilité, contribuant à renforcer cette culture de masse. Voici donc les risques vis-à-vis du livre cassette, cette peur d'une part de la population à ce qu'il puisse remplacer toute forme écrite. Cependant, on peut le penser différemment. Étant relativement court, en comparaison avec un ouvrage, il peut procurer l'envie et le besoin de consacrer du temps à la lecture et donc de l'instaurer dans sa routine. La question est donc de trouver un juste milieu entre les deux objets pour qu'ils puissent coexister. En ce qui s'agit des éventuels problèmes de l'enquête, on peut faire référence à la limite concernant les récepteurs interrogés. La question de la retranscription des livres audio depuis la perspective et parcours d'Antoinette Fouque s'appuie sur le constat sociologique, mais ne prend pas en compte le public touché. Il n'y a pas d'enquête de terrain, donc de la réalité du consommateur, qui est le premier impliqué. Ce n'est que du oui-dire et des statistiques du nombre d'achats, du chiffre d'affaires de la maison d'édition, qui certes sont des sources fiables sur la consommation du produit, mais il aurait été intéressant d'en savoir davantage sur le point de vue des principaux concernés et connaître les raisons qui les ont poussés à consommer le livre cassette. D'autre part, la limite sur l'objet étudié, c'est-à-dire que l'article ne s'appuie que sur un cas de figure. Un exemple, une maison d'édition parmi d'autres, une lutte qui englobe une généralité de revendications et un collectif pluriel. Bien qu'elle cite d'autres maisons qui ont essayé de développer le produit et qui ont échoué, elle aurait pu davantage mettre en relation leur parcours, les difficultés rencontrées. Elle montre que une a réussi là où d'autres ont échoué, en mentionnant le chiffre d'affaires, comme je l'ai dit auparavant. Mais l'enquête commence à dater, donc nous donne qu'une idée limitée de l'impact initial de ce nouveau recours du livre audio
et non pas comment il a continué à se développer aujourd'hui. Dans ce cas, une deuxième enquête montrant l'impact à postérité serait intéressante. Avec le recul et en nous situant en 2023, le problème de cet article est qu'il s'appuie, selon moi, sur des pensées empiriques, c'est-à-dire sur la théorie de légitimité de Bourdieu, s'appuyant sur une classe dominante qui impose sa culture aux classes dominées. Il est vrai que longtemps ce fut le cas, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut plus considérer les choses de la même manière. Le fait qu'il y ait des classes sociales plus aisées que d'autres est une réalité. Néanmoins, il est indéniable que l'accès à la culture dite savante n'est plus réservé à une certaine classe sociale, puisque même les classes populaires peuvent, dans une certaine mesure, y accéder. Je me réfère dans ce sens aux politiques culturelles mises en place par l'État pour permettre l'accès à des pratiques culturelles. Par exemple, la mise en place d'aides sociales, comme les tarifs réduits des étudiants, le pass culture, etc. Tout cela nous montre que les luttes sociales, bien qu'elles n'aient pas atteint tout ce qu'elles revendiquent, ont tout de même permis l'instauration en France d'institutions permettant un accès culturel aux classes les plus défavorisées, ce qui doterait la légitimité culturelle d'une dimension patrimoniale. En somme, nous pouvons affirmer que la cause des femmes commence à prendre plus d'ampleur auprès des institutions à cette période-là. Il est vrai que suite à un passé tumultueux de longues luttes, la création du ministère des droits de la femme en 1981, dirigé par une militante féministe, à savoir Yvette Roudy, marque un tournant dans l'histoire. L'article met donc en avant cette liberté d'accès à une culture longtemps réservée aux hommes et aux autres sphères sociales, en s'appuyant sur cet exemple de la Bibliothèque des voix, qui mêlant procédés artistiques et création d'un nouveau format littéraire, donnerait cours non seulement à la lutte féministe pour le maintien des droits acquis, cette volonté de les préserver et d'en acquérir de nouveaux, mais aussi soulèverait l'importance de l'esthétisme du point de vue littéraire, cette importance de la voix donnant accès au sens caché d'une œuvre et permettant ainsi de nourrir son propre capital culturel. Néanmoins, si l'on porte un regard critique, comme je l'ai déjà dit depuis notre XXIe siècle, la recherche sur la question de l'impact et la consommation du livre audio pourrait être poussée à nos jours, en faisant une enquête sur un collectif plus ample afin d'avoir plus de réponses sur la question. Merci pour votre attention. Merci beaucoup et merci d'avoir lancé vraiment la dynamique de l'exposé. C'est avec plaisir. Un double merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des commentaires sur ce texte que vous voulez poser à l'intention d'exposer ou des interrogations qui porteraient vraiment sur le texte précis, pas sur certains passages ou quoi? Oui. C'est peut-être très précis, enfin, je sais pas, je sais si c'est ce genre de truc. Est-ce qu'on sait combien ça coûtait? Genre, combien ça coûtait d'avoir accès à ces livres audio, à ces livres cassettes? Je pense pas que ça a été dit. Le prix du livre cassette? Ouais, c'est ça. Parce que du coup, on dit que c'est... J'ai remarqué qu'il y avait le nombre de ventes, le chiffre d'affaires, mais attends, je suis sur la page, mais j'ai pas remarqué qu'il y ait eu le prix, un prix fixe qui était mentionné. Il y a Page 33. Informations sur les ventes. Oui, sur les ventes et le chiffre d'affaires, mais pas le prix individuel du livre audio. Voilà. C'est très juste. C'est ça que je veux dire. C'est là du point de vue de la maison d'édition produit, mais pas effectivement du consommateur. Là aussi, vous avez raison, c'était juste. Aussi, du coup, ça aurait été pertinent de savoir le prix pour savoir à quel point c'était accessible aux classes populaires et tout ça. Je vais parler de ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Moi, j'ai des choses à ajouter, mais voilà. En tout cas, votre exposé est très clair, vous avez un but plan de faire, vous avez fait votre propre plan. C'est très bien. Vous synthétisez bien les enjeux, en fait, principaux du texte. Bon. Il y
n'y a pas de droit, je vais reprendre la. On fait le switch comme ça. Oui.